Bienvenue à la radio LFE. Aujourd'hui, on se retrouve avec Ewan, Tom et Keegan. On va vous parler des capsules qui ont été enregistrées. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Radio LFE et aujourd'hui, je vous parle de Hong Kong. L'an prochain, la région de Hong Kong fêtera les 25 ans de sa restitution à la Chine. En cette occasion, je vous propose, chers auditeurs, de revenir sur les manifestations qui ont fait rage en 2019. Ainsi, dans cette brève, nous verrons les raisons pour lesquelles manifestaient les Hongkongais, leurs revendications et les résultats de ces manifestations. Mais avant toute chose, une petite remise en contexte est nécessaire. Hong Kong est une région sud-chinoise de 8 millions d'habitants. En 1842, à l'issue d'un conflit dit Seconde Guerre de l'Opium, la région était devenue un territoire anglais. La région a ensuite été restituée à la Chine en 1997, à condition qu'elle bénéficie d'un statut de RAS, région administrative spéciale, pendant les 50 années suivant cette restitution jusqu'en 2047. Ce statut permet d'assurer aux habitants de la région leur droit à liberté et donne à Hong Kong une indépendance quasi totale, à l'exception de la défense et des affaires étrangères, du reste de la Chine et donc du Parti communiste unique. Mais voilà, depuis plusieurs années, le gouvernement hongkongais pro-Pékin faisait passer des lois qui grignotaient progressivement les libertés des Hongkongais. Le point de rupture et le début des manifestations fut en début 2019, quand un projet de loi d'extradition fut proposé. En effet, cette loi aurait permis à Pékin de transférer toute personne considérée comme fugitive en Chine continentale, empêchant lesdites personnes d'avoir un procès juste et équitable et permettant en partie unique d'enfermer qui il voulait, constituant une atteinte au statut administratif spécial hongkongais. À l'annonce de ce projet de loi, les Hongkongais sont tout de suite descendus dans la rue pour demander la suppression. Les manifestations auront duré 13 semaines et sont parmi les plus grandes jamais vues. Dès le premier week-end, 800 000 Hongkongais sont descendus dans les rues et des pics à plus de 2 millions de manifestants ont été enregistrés le 16 juin. 2 millions, c'est un nombre énorme en soi. Il ne faut pas oublier que la région de Hong Kong ne contient que 8 millions d'habitants. Il y avait donc un Hongkongais sur 4 dans la rue ce jour-là. Au bout de 13 semaines, le gouvernement hongkongais abandonne officiellement le projet de loi. Mais même si les manifestants ont reporté leur combat pour la liberté, ces manifestations n'auront pas été sans conséquences. En effet, sur les 13 semaines de manifestations, on recense 6 960 arrestations et 3 morts. Pour conclure, je pense que si nous pouvons retenir une chose des manifestations hongkongaises, c'est qu'il faut se battre pour ses convictions. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Oh non, 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 on veut continuer à danser.
raisonnable par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance. Sachons les tenir à distance, angoissant jusqu'à l'indécence. Pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh, non, 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 non. On veut continuer à danser encore, dans nos pensées enlacées encore, passer nos nuits sur une grille d'accord. Oh non, 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 non. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacées encore, passer nos nuits sur une grille d'accord. On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une édition inédite concernant la condition animale en France. Nous accueillerons Amio Solène, notre invitée et journaliste spécialisée dans la protection animale. Elle nous informera sur la condition animale en France, notamment sur la production des cochons d'Herta, dénoncée par une vidéo polémique. Herta est une coentreprise allemande fondée en 1897 par Nestlé, détenue par les deux entreprises Nestlé en Suisse et Casa Taradellas en Espagne. Cette marque vend des produits de charcuterie ainsi que des traiteurs en libre service. Ayant pour slogan le goût des choses simples, celui-ci se voit modifié par une association comme le dégoût des choses simples. L214 est une association qui dénonce les conditions de vie, de transport et d'abattage des animaux. Son moyen pour dénoncer est de s'infiltrer dans les différentes entreprises à l'aide de caméras cachées. Accueillons tout de suite notre invitée Solène. Bonjour à tous et merci à vous de m'accueillir sur le plateau. En effet, Herta s'engage à de nombreuses conditions ayant pour but de rassurer les consommateurs sur les produits en vente. La filière préférence de Herta est censée garantir un élevage moderne et plus responsable dans le cadre d'une démarche plus respectueuse de l'environnement et du bien-être animal. Selon Herta, nos éleveurs s'engagent à respecter un guide de bonne pratique, les abatteurs nous livrent les produits issus de ces élevages et en assurent la qualité. Cette entreprise a pour but d'innover pour améliorer encore ses pratiques d'élevage. D'ici 2020, 100% de nos approvisionnements en porc seront issus d'animaux non castrés à vif et 100% de nos approvisionnements en œufs seront issus d'élevage hors cage dès 2019. Cependant, la vidéo d'une enquête publiée par L214 le 3 décembre 2020 nous montre ce qu'il se passe réellement derrière ces engagements. Il s'agit ici d'un élevage intensif sur la commune de Limoise dans l'Allier. J'avais pourtant appris qu'à la fin de l'été 2020, Herta avait décidé d'investir dans plus de 85 millions dans ses usines françaises en 2 ans, afin de notamment renforcer ses capacités dans la production et les conditions animales. Quels sont donc les résultats de ces investissements sur la vie des cochons ? Ces résultats ne sont clairement pas très concluants, puisque dès la naissance, les porcelets débutent un parcours très effrayant. Dans les salles de maternité, les truies mettent au monde leurs petits de manière répétitive, soit une trentaine de porcelets par année. Ensuite se déroule une sélection. Par manque de place, enfermées dans des cages en métal, en plastique et de béton, elles écrasent leurs petits en se couchant, qui meurent asphyxiés et bloqués. De la même manière, les porcelets jugés trop petits sont assommés sur une barre et sont lancés par l'éleveur. Certains petits se retrouvent alors avec les pattes coincées dans les fentes du sol et décèdent par manque de soins. De la naissance jusqu'à leur mort, les porcs vivent dans des conditions abominables. Les porcs à engraissement sont entassés les uns sur les autres ou se retrouvent bloqués dans des cages à peine plus grandes que leur corps.
Ils ont la queue coupée, malgré que cette pratique soit interdite en France. De plus, les éleveurs utilisent en masse des antibiotiques dont certains ont dépassé la date limite d'une dizaine d'années pour battre les infections et les hernies dont les porcs sont touchés. Entre eux se livre alors une bataille entraînant des griffures et des blessures allant jusqu'au cannibalisme. Le départ pour l'abattage est tout aussi compliqué pour les cochons puisqu'ils vont attendre pendant 19 heures avant de se faire abattre, et ce, dans d'horribles conditions, tous entassés, écrasés les uns par les autres, ils suffoquent et manquent horriblement d'espace. C'est d'ailleurs au moment de rentrer dans l'abattoir que les cochons vont enfin apercevoir la lumière extérieure, et ce, pour la première et dernière fois de leur vie. En parallèle, les cochons sont poussés vers la sortie à coups d'aiguillon électrique pour gagner un maximum de temps. Le but ici est de les envoyer à l'abattoir sans qu'il n'ait aucun moyen de défense. Ces engagements sont donc remis en question et à la suite, Herta a décidé d'arrêter par précaution son approvisionnement de cet élevage. Pourtant, quelques mois auparavant, l'entreprise Herta et les services publics avaient effectué un contrôle, mais aucun rapport ne dénonçait la vie de ces porcs. Une enquête a été ouverte pour vérifier la conformité de ces installations et le respect de la protection animale. Et Herta certifie arrêter la production si cette enquête est validée par la préfecture de l'Allier. N'hésitez pas à m'arrêter si je me trompe. Non, c'est exact. Cependant, Herta n'est pas seulement directrice de cette ferme, mais aussi de la suite de la production. Ce qui nous conduit à l'abattage. Quelles sont alors les conditions dans lesquelles les cochons sont abattus ? Alors, arrivés à l'abattoir, ils sont évidemment tous perdus, ils ne comprennent plus vraiment ce qu'il se passe étant donné ces changements radicaux qui se sont succédés les jours précédant leur mort. Les cochons reçoivent des coups de la part d'un grand nombre d'employés, sont gazés à l'aide de dioxyde de carbone, ce qui provoque des convulsions, des fuites, des hurlements, des détresses respiratoires, et ce sont 15 à 18% des cochons qui meurent ainsi. Ceux qui restent sont électrocutés, et les animaux abattus sont ensuite transportés vers des usines de viande. Nos éleveurs s'engagent à respecter un guide de bonne pratique. Les abatteurs nous livrent les produits issus de ces élevages et en assurent la qualité. Voici ce qu'Herta assure. Alors, qu'a fait l'association L214 pour que la cause animale, ici les cochons, ait une vie plus agréable ? L'association a alors déposé 2 plaintes, une pour le mauvais traitement d'Herta et l'autre pour tromperie du consommateur contre Herta. Herta a par ailleurs assuré que ce n'était pas de cette façon-là qu'étaient traités tous les cochons, et ils n'ont pas tort. Certains agriculteurs sont eux très respectueux du bien-être animal, mais d'après Herta, seules quelques exploitations agricoles agiraient de la sorte. Cependant, cette vidéo de l'exploitation de Limoise n'est pas la seule à circuler sur Internet. En Bretagne, dans le Finistère par exemple, nous pouvons retrouver des pratiques similaires filmées elles aussi par des employés de l'exploitation agricole. Alors, malgré toutes les promesses des grandes entreprises de viande, quand est-ce que les animaux auront une vie et une mort dignes ? 89% des Français se déclarent défavorables à l'élevage des cochons sur un sol en béton sans paille, et 89% des Français considèrent la cause animale comme importante. Alors désormais, observant de plus près la viande que l'on achète, choisissons pas la première venue, mais plutôt celle qui respecte l'animal. Merci Solène pour toutes ces informations. Nous nous retrouvons après une petite page de pub. Maman, Quoi, chérie? j'aime pas mamie. Mais pourquoi? Tu l'aimais bien avant pourtant. Elle est trop dure maintenant. Enfin, ma puce, fais un effort, tu sais bien qu'il n'y en a plus pour très longtemps. J'en ai marre, j'en veux plus. Bon bah laisse-la sur le côté et finis tes légumes alors. Bonsoir mesdames, messieurs, et bienvenue dans ce journal de 20h. À l'affiche de ce vendredi 8 janvier 2021, le sport, ou plutôt l'impact de la Covid-19 sur le monde du sport. À nos côtés pour décrypter le problème auquel nous faisons face, la ministre des Sports, Roxane Maracineanu. Merci de nous accorder cet entretien. Merci à vous pour l'invitation. Ainsi que Didier Dubois, épidémiologiste français, basé à l'université de Harvard. Merci à vous Didier pour votre présence. Merci à vous. Très bien, maintenant les présentations terminées. Je vais vous poser une question que beaucoup de personnes se posent actuellement. Qu'en sont-ils des grandes compétitions ? Ont-elles été reportées ? Sont-elles maintenues ou ont-elles été annulées ?
Pour l'instant, Madame la Ministre, quelles ont été les conséquences sur les Jeux Olympiques ? Alors pour les Jeux Olympiques de Tokyo, initialement prévus pour 2020, ils ont été décalés en 2021, le 11 juin si tout se passe sans grabuge. En effet, par contre, si la situation se détériore, un nouveau report sera vraiment difficile. C'est vrai. Ensuite, puisque le virus provient de Wuhan en Chine, ce sont d'abord les compétitions chinoises qui ont été annulées depuis le mois de décembre 2019, comme par exemple la natation ou l'équitation. Et pour la France alors, qu'en sont-ils des compétitions ? En France, le football, le cyclisme ou encore la natation et bien d'autres sports sont également suspendus. Concernant Roland-Garros, la grande compétition de tennis française, son organisation fut rocambolesque. Il a d'abord été décalé pour ensuite être contraint à un nombre maximal de spectateurs, effaçant finalement un petit peu la magie de l'événement. Même des compétitions de sport individuels ou en plein air sont annulées comme le surf. En effet, le championnat de France de surf 2020 a été annulé. À notre plus grand regret hélas, mais y a-t-il tout de même du positif ? Oui, bien sûr, les contraintes en nombre de spectateurs ont évité nombre de clusters. De même pour les annulations. Oui, sans nul doute, cela a affecté positivement le nombre de cas en France, mais négativement le budget. Oui, très bien, mais cela permet donc ensuite d'introduire la deuxième partie qui aborde ici la grande perte économique dans le domaine du sport en période de crise sanitaire. Et donc, quelles sont les conséquences du virus sur l'économie française ? Alors déjà, il y a différentes échelles. En effet, rien que pour une seule compétition, ici l'Euro, une perte de plus de 300 millions d'euros est envisagée. Ensuite, dans l'ensemble, toujours en France, à l'échelle du pays, la baisse du chiffre d'affaires est estimée à 24 milliards d'euros. C'est énorme, mais nous espérons que la machine se remettra en marche pour pallier à cette grande perte. Sur aucun point l'économie n'a donc été gagnante ? Alors si, bien sûr. Si. Je peux vous citer les plateformes numériques sportives et le e-sport par exemple, eux bénéficiant du confinement et de la fermeture des salles de sport. Ainsi que des plateformes comme Twitch, YouTube ou Facebook qui publient des vidéos, ont eu cette année des revenus dépassant 1,1 milliard d'euros grâce au pic de visionnage de contenu lié au sport électronique. Cette hausse met aussi en parallèle la hausse de la pratique des sports individuels au détriment du collectif, bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs le dernier point que nous allons traiter ce soir sur ce sujet. Pour cela, notre journaliste reporter Julien Bouvier est allé sur le terrain dans des clubs amateurs ou dans la rue pour questionner le peuple français et récolter leur avis. Oui, bonjour, nous sommes en direct de Lannion avec Olivier, l'entraîneur bénévole du club de foot local. Olivier, bonjour. Pour vous et votre club, quel a été l'impact de la pandémie ? Ici Olivier, je suis entraîneur bénévole pour un club de foot breton. En ces temps difficiles, nous essayons forcément de faire au mieux. Personnellement, je m'occupe des U16 et nous savons qu'à cet âge, ils ont besoin de se dépenser et leur activité sportive était un bon moyen de le faire. Alors pour nous ici, la pratique du football a repris avec beaucoup de précautions sanitaires. Donc c'est bien déjà pour les joueurs et les joueuses. Mais il est vrai que ce n'est pas le football que nous voudrions pratiquer. De plus, aucun match n'a lieu dans ces conditions. D'accord, merci à vous Olivier. Et pour vous mademoiselle, quel est l'impact du sport et de votre activité physique avec la pandémie ? Pour moi, le fait que les salles ferment, personnellement, ça m'atteint car déjà dans un premier temps, je comprends pas trop. Et puis ça m'embête vraiment car j'habite dans un appartement et il est compliqué de pratiquer une activité régulière chez moi. D'accord, merci beaucoup mademoiselle. Et vous monsieur qui êtes pratiquant de rugby, comment faites-vous du coup ? Bonjour, alors oui, je pratique le rugby depuis une dizaine d'années maintenant. C'est vrai que c'est du jamais vu. Alors déjà, c'est vrai que caler un terrain de rugby dans son appartement, c'est assez compliqué. Donc pour moi, la pratique est assez difficile. De plus, je ne possède pas vraiment de matériel pour m'entraîner chez moi. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur pour la suite. Merci Julien Bouvier pour ce reportage. Pour conclure, nous pouvons dire que la Covid a eu un impact important sur le sport. En effet, plusieurs compétitions ont dû se réorganiser, impactant une grande perte budgétaire. De plus, le sport amateur collectif a été durement touché. En revanche, des plateformes numériques ont bénéficié de la situation, générant de forts revenus. Merci Madame la Ministre et Monsieur Dubois. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Dans la vie comme sur le terrain, tu ne passeras jamais. Connu éloigné
et du niveau des pros. Je reviens agile comme Bébéto. Get ma technique, je suis physique. Numéro 1 au classement des tchatcheurs. La division 1 ne me fait pas peur. Le Kaiser du rap, le roi, le pape mène l'attaque et les sponsors attaquent. On m'attaque et j'évite les tacles. C'est comme à l'entraînement quand je saute les obstacles. Je me balade sur le terrain musical. Je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console, tu luttes à kick-off. Moi je marque des buts même à dinosaures. Je suis le filou Michel Platini qui échappe aux griffes du gros Basile Boli. Oui j'en veux comme Rouménigue. Je mouille mon maillot quand je suis au micro. C'est un battement de jambes sur le beat.